Gauche, Babylone des belles choses, on est un peu chez vous ici. Ah oui, j'habite ici depuis 5 ans maintenant. C'est un quartier qui abrite de nombreux lieux culturels, l'Académie française, le théâtre de l'Odéon pas loin, les Beaux-Arts, le musée d'Orsay. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier, vous, où vous aimez flâner? Alors moi, mon endroit dans le quartier, c'est le jardin du Luxembourg. Ça, c'est vraiment... Parce que quand je suis arrivé à Paris, j'habitais place Edgar Quinet et je faisais mes joggings là-bas. Quand j'emmenais une fille pour un rendez-vous, je lui donnais rendez-vous là-bas, etc. On va tout savoir. Voilà. Bon, allez, on le dit, où est-ce qu'on est? On est dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Saint-Germain-des-Prés. On n'est pas loin de la Seine. Vous aimez vous balader sur les quais de Seine dans le quartier? J'aime beaucoup marcher sur les quais. J'aime traverser le Pont-Neuf pour aller sur la place Dauphine. Je descends, il y a le square du Vert-Galant, vous savez, avec tout au bout, il y a un saule pleureur qui est magnifique, qui est assez agréable et très agréable l'été, évidemment. Bonjour Arnaud Viard. Bonjour Valérie. Auteur, acteur, réalisateur. C'est la première fois que le Paris des Arts repose ses caméras à Paris depuis la fin du confinement et c'est avec vous. On se réjouit, merci d'être là. Merci à vous. On va revenir sur votre carrière, mais avant, je vous propose qu'on arpente un peu les rues de ce Saint-Germain-des-Prés que vous aimez tant. Voilà, exactement. Allez, on va rejoindre une guide. Allons-y. Niché au cœur du 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés est sans doute le quartier le plus célèbre de Paris. Il a été en grande partie épargné par les bouleversements de l'époque haussmannienne et a su garder son atmosphère de village, entre ruelles étroites, maisons basses et cours cachées. Il a longtemps été un haut lieu de la vie intellectuelle et littéraire parisienne et regorge aujourd'hui encore de petites librairies, de cafés et autres galeries d'art. Bonjour Madeleine. Bonjour Valérie, bonjour Arnaud. Bonjour. Saint-Germain-des-Prés, c'est un quartier qui est réputé notamment pour ses cafés, des cafés qui ont toujours attiré les écrivains, les philosophes. Les Deux Magots, c'est un emblème du quartier. Quels sont les grands écrivains qui sont venus ici? Alors, vous savez, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir aussi, et des peintres comme Picasso qui vont venir et s'installer ici pour écrire. Arnaud, vous êtes plutôt Lippe, Deux Magots ou Flore? Moi, je suis plutôt Flore. On y va alors. Ouais, alors allons-y. Bon, est-ce que vous pensez que certains personnages célèbres de romans sont nés à l'intérieur de ces cafés comme celui-ci, le Flore? C'est ici que Jean-Paul Sartre va écrire L'être et les néons. Les artistes et les écrivains, ils vont sortir, ils vont laisser complètement les Deux Magots, parce que les Deux Magots devient l'endroit favori aussi des Salémans. Donc en fait, c'est parce que pendant l'occupation, le café de Flore, c'était le dernier endroit où les écrivains ou les artistes pouvaient se retrouver? Exactement. Ce magnifique palais du Luxembourg, juste derrière nous, abrite aujourd'hui le Sénat. Mais avant d'abriter le Sénat, il a eu 1001 vies. Tout à fait. Alors, d'abord, c'était le palais de la reine Marie de Médicis. Donc, c'était un palais inspiré de palais florentins, en fait, parce qu'elle était de Florence. Et donc, c'est une manière à elle d'amener la Renaissance italienne à Paris. Le théâtre de l'Odéon, c'est l'un des joyaux de la culture. À Paris, c'est aussi un trésor d'architecture, un modèle du siècle des Lumières. C'est un style néoclassique, avec des arcades, avec des colonnes qui remontent l'Antiquité. Alors, ce théâtre a été inauguré dans le XVIIIe siècle par Marie-Antoinette. Et c'est ici aussi que Beaumarchais, qu'on a vu pour la première fois les noces de Figaro au grand public, par exemple. Vous êtes souvent venu ici. Quel est votre plus beau souvenir? J'ai vu une pièce de Bob Wilson avec musique de Lou Reed. Et Lou Reed est venu sur scène et a chanté.
Et ils avaient éclairé toutes les petites lampes des balcons qui clignotaient et c'est un moment magique. Une pièce d'Arnaud Viard, bientôt au Théâtre de l'Odéon, c'est envisageable ou c'est un rêve? C'est un rêve qui ne se fera jamais, mais sait-on jamais. Mon rêve, ça serait effectivement de mettre en scène Martin Eden au Théâtre de l'Odéon. Arnaud, vous Oui. êtes auteur, réalisateur, acteur, 3 casquettes complémentaires, indissociables? Pour moi, ça va ensemble. C'est 3 énergies différentes. Auteur, on est un peu confiné tout le temps, voilà, et on écrit chez soi et on est dans son monde et c'est des heures qui passent sans qu'on s'en rende compte et j'aime beaucoup ça. Acteur, c'est une autre énergie, c'est l'énergie de se montrer, contrairement à l'auteur. Et metteur en scène, c'est une énergie de chef d'orchestre un petit peu quand même où il faut pousser les jeux, enfin, faut emmener tout le monde, quoi. Voilà. Ces 3 casquettes, vous les avez enfilées pour votre 2e long métrage. Arnaud fait son 2e film qui est sorti en 2014. C'est une autofiction, vous évoquez votre vie de comédien, de mari, d'amant, de prof de théâtre. C'est un pari risqué parce que forcément il y a un petit côté narcissique à parler de sa vie, son œuvre, mais c'est un pari réussi parce que c'est drôle. Le second degré, c'est une forme d'autodérision chez vous? Ah oui, je pense que quand on parle de soi, il vaut mieux avoir un petit peu de dérision parce qu'autrement, là, j'avais du mal à faire un enfant avec ma femme à cette époque et j'avais du mal à faire un 2e film. Voilà, il y a eu tout ça, puis j'allais voir ma mère qui était malade, etc., et qui est décédée pendant l'écriture du film, et j'ai inclus ça dans le film. Je veux être connue. Arnaud, alors, c'est ton nouveau projet? Ouais, voilà, c'est une comédie sur le désir et sur le cinéma. Truffaut, tu connais? C'est le mec qui vend les plantes, c'est ça? Ah non, c'est pas ça. C'est l'histoire d'un mec qui bande plus. Non mais Arnaud... Je veux intenter plein de procès. Comment tu veux que je monte un film avec un sujet comme ça sur un acteur télé, sur toi? S'il te plaît. Tout est bloqué, et sa mère meurt et tout se débloque. C'était ça la psychanalyse assez rigolote de ce truc-là. Et je crois assez à ça. Et même si c'est pas très politiquement correct, je me demande si c'est pas bien à un moment que vos parents s'en aillent pas trop tard. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pas jeune, mais en tout Il y a cas... un lien de cause à effet. Votre maman Oui. est partie et tout ça. c'est un regard qui s'en va et on n'est plus libre. Enfin, en tout cas pour moi, voilà. Dans ce film, vous évoquez aussi la difficulté de revenir au cinéma quand on a beaucoup arpenté les plateaux de télévision. Ça a été votre cas. Votre notoriété, vous l'avez notamment acquise dans cette série sur TF1 Que du bonheur. Est-ce que ça a été difficile à un moment donné pour vous de changer de case? Les programmes courts, c'était à la mode à l'époque. Et donc, j'ai fait ce truc-là. Et en fait, c'était de la télé, mais c'était TF1. Et TF1, c'est pas la même image que Canal+. Vous faites une série pour Canal+, c'est chic. Vous faites un programme court pour TF1, c'est pas pareil. Ben non, la vérité, c'est qu'après cette série, j'ai travaillé pendant 18 mois, on a fait 205 épisodes. Je crois que j'ai pas fait un casting, on m'a pas appelé pendant quelques années, oui. Aussi étrange que ça puisse paraître. Votre dernier film, il est sorti juste avant le confinement, enfin en tout cas juste avant l'épidémie de coronavirus. Ouais. Vous avez eu de la chance. Tout le monde me dit que j'ai eu beaucoup de chance. C'est l'adaptation du recueil de nouvelles d'Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Vous avez habilement mêlé plusieurs de ces nouvelles pour raconter une histoire. Et cette histoire, elle sert quel propos? Je suis parti d'une nouvelle où c'est l'histoire de 2 sœurs et d'un frère. J'ai adjoint un 4e frère, du coup, et du coup j'avais une fratrie de 4 personnes, de 2 frères et de 2 sœurs. Et c'est ça qui m'a attiré, sachant que moi-même j'ai 3 sœurs et un frère. Oui, maman, je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui, maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. On revient un petit peu, Arnaud, sur votre carrière de comédien. Quand je me suis penchée sur votre filmographie, ce qui m'a interpellée, c'est ce rôle, le rôle principal, dans un film d'Eleanor Coppola, Paris Can Wait, aux côtés d'Alec Baldwin et de Diane Lane. C'est un film qui est sorti partout dans le monde, sauf en France. Pourquoi est-ce que vous avez été choisi, vous, Français? Comment ça s'est passé? Quels sont vos souvenirs de ce tournage? Alors, Eleanor Coppola, c'est une dame exceptionnelle. Elle a 80 ans. Elle réalise son premier long métrage à 80 ans. Vous vous rendez compte? Et, chose étrange, elle a vu par hasard aux États-Unis, dans la Napa Valley, la bande-annonce de mon film. Arnaud fait son 2e film, puisque c'était au même moment. Et une semaine après, la casting du film m'appelle, elle me dit « J'ai une proposition, Eleanor t'a vu, elle veut que tu lises le scénario, elle vient à Paris, et il faut d'abord que vous fassiez un Skype, etc. » Voilà.
Et 2 mois plus tard, j'ai commencé le tournage de Paris Can't Wait. There's an excellent museum. You should go and see it. No, no, please, we're going to Paris. Voilà. Escargot. Dernier truc, je suis allé 10 jours chez les Coppola dans la Napa Valley pour faire la post-production de ma voix. Mais ça a duré 2 jours. Du coup, je suis resté 8 jours avec ma femme et ma fille qui avait 15 mois, qui est dans les bras de Francis Coppola. C'est des souvenirs insensés. Et ça, mais ça, si je dis ça dans un cocktail, les gens ils me disent « mais il est mytho ce mec-là » parce que ça ne se sait pas vraiment en fait. Bon, la suite, Arnaud, c'est quoi? Je veux pas trop en dire, mais je sais que la période de confinement pendant cette épidémie de coronavirus a été créative. En tout cas, elle vous a donné des idées. C'est une période où j'ai adapté une pièce de théâtre. Déjà, je suis resté confiné à Paris. Et du coup, j'ai aussi tourné. J'en ai profité pour faire des images avec mon chef opérateur, faire des images de Paris, de Saint-Germain-des-Prés, puisque j'habite là, qui était absolument désert. J'ai fait des images où je marche pendant 2 minutes sur le boulevard Saint-Germain au milieu et il n'y a personne. Et ça, même à la palette graphique, ça sera compliqué à faire, quoi. Donc, je ne sais pas si ça fera quelque chose un jour, mais c'est possible. On retrouve à présent l'une des héroïnes du dernier film d'Arnaud, Elsa Zilberstein. Depuis près de 30 ans, elle illumine nos écrans, glissant des films d'auteur aux comédies populaires avec un naturel et une aisance qui nous désarment. Jamais à court d'idées, durant le confinement, l'actrice nous a fait rire aux larmes chaque soir avec ses sketchs improvisés. Elsa, avant de parler de votre rencontre avec Arnaud, j'aimerais qu'on parle de ces sketchs que vous nous avez livrés chaque soir pendant le confinement. Vous avez campé l'actrice mytho dans toute sa splendeur avec beaucoup d'imagination. Elle a germé comment, l'idée? Après une discussion au début du confinement avec mon ami Gad Elmaleh, où on se disait en rigolant au téléphone, ah, les nanas qui veulent sortir, genre j'ai une soirée, on dit elles ne pourront plus sortir en mytho. Et le soir même, j'ai dit à mon amoureux, tu sais quoi, je vais mettre cette robe, et je lui ai dit, tu vas me filmer, je vais sortir à une soirée. Et les réactions ont été tellement dingues. En fait, ce qui m'a halluciné, c'est le lien au public. Comment ils sont partis dans le délire avec moi de cette fille qui n'est plus dans l'interdit. Ça va? Bah ouais, moi ça va super, je pars tourner, tu sais. Ouais, je pars à New York, mais si, je t'avais dit. Hein. Je pars tourner, je rentre je finis de tourner, je crois, le 11 mai. Ouais. Non, c'est un film d'horreur. Hein. Rien, l'histoire d'un virus qui envahit la planète entière, c'est pas génial, mais bon, je crois pas des masses. Ah, faut que j'y aille parce qu'on enregistre là. Enfin, on embarque d'ailleurs. Ouais, je te ramènerai quelque chose de New York, je t'en passe. Et vous n'avez jamais été en panne d'inspiration? Ah, mais des fois, à 8h moins le quart, je savais pas ce que j'allais faire. Et d'un coup, je peux pas vous dire, ça me tombait dessus. J'imagine que vous avez vu les sketchs d'Elsa. Elle a un imaginaire totalement déjanté. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vie? Ah oui, elle peut partir. Et c'est un grand plaisir de travailler avec elle. Déjà dans la rencontre, parce qu'elle est partante pour tout. Elle a tourné avec d'immenses metteurs en scène, français, américains, enfin, Piala, Doyon. C'est une actrice qui a un parcours étonnant et qui donne tout à son métier. Dans Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, c'est un très beau second rôle, mais c'est quand même un second rôle. Et il fallait en plus mettre une perruque, 3 heures de maquillage. C'est beaucoup d'efforts et voilà, elle était toujours là. Et alors, c'était une évidence de la choisir, elle, pour ce dernier film? Oui, pour ce rôle, c'est ce que j'ai dit. Je voulais pour Elena, très loin pour moi, et c'était Romy Schneider. Vous savez, il s'est parlé aux actrices. Voilà, en fait, c'est un rôle pour Romy Schneider, mais je te le propose. Je fais, ok, bon, comment te dire? Pendant des années, Jean-Pierre a cru qu'Elena était en dehors de sa vie. Il sait parfaitement qu'il n'a jamais aimé qu'elle et qu'il n'a jamais été aimé que par elle. Ça aurait pu être différent. Dans ce film, vous interprétez donc une comédienne qui est entière, qui est passionnée et qui vient semer le trouble dans la vie de Jean-Paul Rouve, qui a une vie plutôt plan-plan. Vous êtes comme ça dans la vie, entière, passionnée? Est-ce qu'il y a un effet miroir? Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans les rôles qu'on joue. Je pense qu'on se révèle. Il y a une partie de nous-mêmes qu'on met dans les rôles. Et même, je vais plus loin, je pense que quand un metteur en scène vous propose un rôle, c'est qu'il a vu en vous cette chose-là. Arnaud m'a parlé d'une manière tellement profonde, tellement intelligente, tellement subtile sur le métier d'actrice. Et tout ce qu'il me disait me parlait, évidemment.
Cette année, vous êtes à l'affiche de 5 films. Bientôt, vous serez Simone Veil. Je sais que vous vivez très intensément chacun de vos rôles. J'imagine que ça n'a pas été facile de laisser partir une femme comme Simone Veil. Mais en fait, je vais vous dire un truc fou que je disais hier au téléphone que je n'ai pas réalisé avant hier. Grâce au confinement, j'ai réussi à l'évacuer. Mais sinon, je ne pouvais pas. En plus de 80 films et pièces de théâtre, vous avez souvent incarné des personnages célèbres au destin extraordinaire, ou en tout cas exceptionnel. Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui vous a révélé quelque chose à vous-même? Simone Veil. Ouais. Je pense que c'est assez rare de sentir ça. Alors que je ne pensais pas forcément au départ, mais en fait beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a un rôle qu'on ne vous a pas proposé, dont vous rêvez? Peut-être refaire un grand film d'amour, j'aimerais bien. Ouais. Finalement, on ne joue pas tant l'amour que ça au cinéma, je trouve. J'aimerais bien faire une grande histoire d'amour. Mais je pense à Breaking the Waves, des films comme ça, vous voyez, des héroïnes qui vont vers presque la folie avec l'amour. Quelque chose d'un peu excessif et un peu... on verra. Bon Arnaud, c'est déjà l'heure de se quitter? Eh oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de vous dire au revoir? Je sais pas, à titre personnel, de faire un autre film très bientôt et une pièce de théâtre, des mises en scène, travailler, quoi, c'est ça que j'aime. Et puis à un titre plus collectif, peut-être que cette crise nous donne des élans un peu plus solidaires et voilà, qu'on laisse un petit peu de côté le narcissisme pour être un peu plus utile peut-être. Voilà. C'est un beau programme. En tout cas, on vous retrouve très vite, je l'espère, sur grand écran. L'émission consacrée à Arnaud, vous pouvez la revisionner sur le site internet France 24 et sur le compte Instagram du Paris des Arts, le Paris des Arts Off. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.